Spider-Man aurait pu ne jamais exister. Et c'est pas une phrase dramatique, hein, c'est une histoire vraie, pleine de décisions absurdes, de rachats chaotiques et d'opportunités ratées. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'un des super-héros les plus célèbres du monde a failli ne jamais apparaître au cinéma. Et spoiler, c'est pas uniquement grâce à Marvel. Et aussi, je suis désolé de vous dire, mais on dit Spider-Man et non Spider-Man. Les origines de l'homme araignée. Faut savoir que Peter Parker, alias Spider-Man, a été créé par Stan Lee, que vous connaissez évidemment, le voici, et Steve Ditko, que vous connaissez peut-être pas, le voici, qui a été le dessinateur. Faut savoir que, petite anecdote, Stan Lee a insisté pour le petit tiret entre le Spider et le Man, exprès parce que le bleu et le rouge, et avec un man à la fin, c'était déjà pris par quelqu'un d'autre dans le domaine avant, qui existait dans le coin. Faut savoir qu'il a été inventé en 1962, Monsieur Spider-Man, Monsieur Peter Parker, et Superman, qui existait avant, qui n'avait pas de tiret et qui avait comme thème le rouge et le bleu, existait déjà. Et donc Stan Lee voulait pas qu'on fasse de confusion. Donc il a tout simplement insisté sur ce petit tiret. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a un film ou quoi, ou n'importe quel film Spider-Man qu'on a vu dans les années 2020, etc., il y avait toujours ce petit tiret là, il est toujours là. Et ça fait maintenant 60 ans qu'il est là, ce tiret. Donc, faut savoir que Spider-Man, la première fois qu'il apparaît, c'est dans Amazing Fantasy XV, en août 62. Donc voilà, si vous voulez lui souhaiter joyeux anniversaire, c'est en août, 60 ans. En France, il fait sa première apparition, alors 7 ans plus tard, ça va être en mai 1969, dans le 4e numéro du périodisque Fantasque, que je ne connaissais pas avant avoir évidemment fait mes recherches sur cette vidéo. Et maintenant, il faut savoir, le sujet de la vidéo, c'est surtout à qui ça appartient. Et si ça appartient, et si on a le doute entre soit ça appartient à Marvel ou alors ça appartient à Sony, c'est pas pour rien. Et ça vient toujours d'un fait qui est en général assez commun dans le monde des entreprises, ça va être la faillite. Faut savoir que Marvel fait environ des faillites tous les 10 ans, jusqu'à celle de 90, qui a été la plus importante, donc celle de 1990. À ce moment-là, écoutez bien, tenez-vous. Un actionnaire majoritaire de Marvel se lance dans des achats mais douteux. Alors vraiment, heureusement qu'il avait du pognon pour être là, ce mec, parce qu'à mon avis, sinon il n'y serait pas. Donc alors le mec en 94, il dit les gars, écoutez-moi là, venez on achète Heroes World, une entreprise de distribution de comics. Bon, c'était une mauvaise idée parce que Marvel la transforme en distributeur exclusif. Mais ils savent pas gérer cette chaîne en fait, les mecs ils connaissent pas le biz. Du coup ça se pète la gueule et c'est la première grosse source de pognon investi qui va totalement dégénérer et faire créer juste de la perte. Ensuite ils rachètent Fleer et Skybox, donc c'est deux sociétés de cartes à collectionner. Voilà, il tente ça aussi. Alors le mec, en tout cas, il a été bon à penser qu'il fallait se diversifier, mais il s'est diversifié que dans des domaines où il a perdu du pognon. Donc ça a été double fiasco. Ensuite, faut ajouter à ça que évidemment, pour la première entreprise, ça a été l'effondrement des kiosques à journaux à ce moment-là. Donc Heroes World, c'est un peu mort, étant donné que c'était un kiosque exclusif à Marvel et vu que si personne n'achète, évidemment, c'est un fiasco, voilà. Ensuite, il y a eu l'exode des spéculateurs, donc les investisseurs fuient les industries du comics, ça les attire plus du tout, ils ont plus envie. Donc normalement, quand tu arrives à un stade où tu essayes de te diversifier, aller sur des cartes à collectionner, aller sur des kiosques, etc., ça veut dire que tu as beaucoup de pognon et que tu en fais beaucoup et que les gens ont confiance en toi. Sauf que là, ça va être l'exode, donc les gens n'ont plus confiance en toi, ça veut dire que tu enlèves déjà une bonne partie de ton support. Et enfin, leurs figurines, donc Fleer et Skybox qui faisaient les cartes, ça marche moins et ils faisaient des figurines, mais vu qu'ils ont moins de pognon parce qu'ils ont déjà tout dilapidé dans deux systèmes qui marchaient pas, plus les spéculateurs et les actionnaires qui se disent moyen les comics, la qualité des figurines elle baisse, ainsi que les cartes du coup parce qu'il faut réduire les frais parce que ça coûte trop cher, parce qu'il faut faire plus de marge, et les jouets aussi. Du coup il y a tout qui coûte du pognon et on peut faire du pognon nulle part. Du coup Marvel est au bord du gouffre. Pour survivre, ils n'ont pas d'autre choix que de vendre des droits de leurs personnages, donc c'est vraiment se couper des membres pour survivre. Et ces personnages, ça va être les plus populaires, c'est ainsi que les X-Men partent chez la Fox, évidemment, et Spider-Man chez Canon Films. Dans les années 80, Canon Films rachète les droits de Spider-Man à Marvel, et avec une obligation de sortir un film avant les années 90. Alors ça a été tenté, quoi. Mais Canon fait faillite avant de le produire. Mince, quel dommage. Il a pas trop de chance, le petit Spider-Man, le petit Peter. Il est pas chaud.
Et du coup, Menahem Golan, donc le fondateur de Canon, ne lâche pas l'affaire. Il fonde la 21st Century Film Corporation et divise les droits de Spider-Man en 3. Parce que ce mec, c'est un bon. Il faut savoir que c'est un producteur israélien, hein, et vous allez voir que le mec est tenace, quoi. Donc, les droits télé de Spider-Man, il les envoie à Viacom. Les droits vidéo domestiques, il les vend à Columbia. Ça a été revendu par Coca-Cola à Sony en 89. Voilà, donc 9 ans plus tard, Coca a eu Spider-Man. Voilà. Ok. Et donc les droits cinéma vont aller à la 21st Century Fox. Bon, alors déjà là, vous avez Spider-Man éclaté en 3 dans tous les sens. C'est déjà compliqué pour lui. Résultat, 3 entreprises qui détiennent une partie de Spider-Man. De son côté, Golan continue à manœuvrer. Hein, il veut son nom au générique dès 93 chez Carolco, hein, donc directement dans la production du film. Hein, il veut directement son nom dans le générique, alors que le mec il a divisé en 3 les droits. Le mec il chie en plein milieu de l'assiette et en plus il veut qu'on le remercie. Tandis que son ex-associé, lui, reste dans le bateau racheté par Pathé, hein, Pathé, entreprise française, il me semble. Pendant ce temps, Carolco veut produire un film avant 96, hein, donc déjà on est 6 ans après la date limite. Là j'avais dit que c'était chaud, hein, le rachat date de 1980. Donc ils embauchent James Cameron, qui propose un scénario très ambitieux, hein, avec Electro et l'Homme Sable directement en méchant, hein, plus une approche où il y a plusieurs méchants, un film voilà, très ambitieux, vous allez voir avec le casting qui fait notamment avec Schwarzy. Mais Carolco fait faillite. C'est dommage. Ça fait 2 fois là quand même. Hein. D'abord c'était Canon, maintenant c'est Carolco. Aïe. Bon, il y a MGM qui débarque et qui rachète tous leurs actifs et revendique les droits de Spider-Man. Net. Voilà. Ils veulent clore le débat. C'est à nous. Sauf que tout le monde n'est pas d'accord. Évidemment, parce que si vous avez bien suivi, je vous ai dit que les droits, ils étaient partis en 3. La MGM, il rachète seulement ceux de Carolco et il dit tous les droits sont à moi. Du coup, c'est parti pour 10 ans de nœuds juridiques typiquement hollywoodiens. Hein. Ajoutez à ça un projet lancé par MGM en 94, des conflits croisés avec Pathé d'un côté, et même l'affaire Tapie qui mêle LCL et d'autres dirigeants. Ouais, même Bernard Tapie a indirectement affecté Spider-Man. Hein, voilà, No Way Home, c'est grâce à la France, c'est grâce à LCL, c'est grâce à notre Bernard Tapie. Bon, du coup, après tout ce bordel là de bordel juridique, hein, tout simplement, hein, parce que ça tiraille. Hein, on arrive en 99 donc, avec Columbia qui récupère enfin les droits d'adaptation. James Cameron qui a abandonné en même temps, hein, parce que James Cameron il était employé chez MGM. Sauf que lui, James Cameron, l'idée l'intéressait beaucoup. Alors il s'est dit, moi je veux bien être le producteur, enfin le réalisateur. Et sauf que MGM il lui a dit, tu veux être quoi là? Réal? Ah non, t'as pas compris, nous on a signé avec toi un contrat d'exclusivité. Du coup, t'oublies le Real sur les autres, Columbia, tout ça, chez les autres, t'oublies total, c'est complète, et t'es à nous, quoi. Donc, il a pas eu trop le choix. Hein, du coup, Sony hésite entre plusieurs Real. Hein. On a Tim Burton, David Fincher aussi, Chris Columbus. Ils vont finalement choisir Sam Raimi, fan de comics. Hein, c'est officiel, en 2000, c'est Sam Raimi qui est choisi pour faire le premier film Spider-Man en janvier 2000. Donc en côté casting, hein, comme je vous le disais, Spider-Man, ils hésitent entre DiCaprio, Jude Law, Chris O'Donnell, Heath Ledger, McGregor, même James Franco passe pour un essai pour Peter Parker. Mais non, ce sera finalement Raimi choisit Tobey Maguire, hein, que vous connaissez bien, après l'avoir vu dans The Cider House Rules. Ensuite, pour le bouffon vert, ils approchent Nicolas Cage, John Malkovich, Jason Isaacs. Mais c'est Willem Dafoe qui accepte. Il insiste même pour porter lui-même le costume, qui comptait 580 pièces. Imaginez là quand il bouge sur sa planche là, pour pas qu'il y ait une pièce qui se barre. Donc pour Mary Jane, après le refus de plusieurs actrices, c'est Kirsten Dunst qui obtient le rôle. Elle refuse même de se faire redresser les dents malgré la demande de la prod. Pour Jonah Jameson, hein, le rôle revient à J.K. Simmons, qui apprend la nouvelle par un fan sur un site web, 3 heures avant que son agent ne l'appelle. Stan Lee voulait à l'origine le jouer lui-même, hein, ça aurait été génial, en vrai ça aurait été vraiment super cool que ce vieux con de journaliste soit Stan Lee, j'aurais adoré. Mais non, finalement, il a trouvé que Simmons l'interprétait vachement mieux que lui.
Et au passage, Michael Jackson a voulu racheter Marvel d'ailleurs pour jouer Spider-Man, mais après discussion avec Stan Lee, ça ne s'est pas fait. Alors pourquoi, j'en sais rien. Mais ça ne s'est pas fait. D'un autre côté, je ne sais pas si le roi de la pop aurait fait un film Spider-Man comme on l'a connu et une licence comme on l'a connu. Mais bon, il voulait se chauffer en film à l'époque avec Thriller, alors pourquoi pas. Bon, dans les années 2000, Sony produit 3 films Spider-Man, les gars. Avec Tobey Maguire, c'est un succès. Puis reboot avec Andrew Garfield, avec The Amazing Spider-Man 1 et 2. Mais Amazing Spider-Man 2 est un flop critique. Malheureusement, tout le monde s'en fout, personne ne veut le voir. En parallèle, en 2014, Sony est piraté, je sais pas si vous vous en souvenez. Moi, ça a été, quand j'ai fait mes recherches, là, ça m'est revenu de loin. Wikileaks fait fuiter 173 000 éléments email et plus de 30 000 documents internes, aïe aïe aïe, script, analyse, messages personnels, etc. Ça fait mal, hein, évidemment. Donc Marvel en profite, hein, ils sont jamais bien loin, eux qui sont bien remontés avec tous les autres films, etc. Enfin, bien remontés, ils sont juste remontés en fait. Ils proposent un accord temporaire pour intégrer Spider-Man dans le Marvel Comic Universe, donc le MCU. Donc Sony garde la production et la distribution, hein, donc c'est eux qui vont choisir quel film faire quand c'est des films Spider-Man exclusivement, et ils en gardent la distribution, donc le pouvoir là-dessus. Et pendant ce temps-là, Marvel, il peut inclure Spider-Man dans Captain America Civil War par exemple, puis dans ses propres films avec Homecoming, Far From Home et No Way Home. Donc ça a été des films faits par Marvel. Donc Sony garde la propriété de Spider-Man, mais ils le prêtent gentiment à Marvel quelques temps, histoire de se refaire un peu dessus. Ils se font un loyer sur Spider-Man, qui appartenait de base à Marvel, même s'ils en ont profité pendant qu'ils étaient en faillite. Mais bon, c'est comme ça, c'est les lois du commerce. Hein. Bon, apparemment les Coréens sont assez durs en affaires. Et donc on a quand même un grand succès hein, avec No Way Home qui a fait 1,99 milliard de dollars dans le monde, dont 1,18 milliard la première semaine. C'est quand même colossal. Il est payé cher de l'heure, hein, notre petit Spidey, hein, ça commence à faire 4 milliards par mois, ça on voit. Hein. Donc, en vrai, après quand même un tel carton, Marvel a tout cassé, quoi. Marvel est arrivé à redresser le personnage. On pourrait se dire qu'il y aurait une collaboration durable entre Sony et Marvel. Peut-être que les deux se joindraient, pourraient faire des films en collaboration entière, du 50-50, etc. Pourquoi pas? Mais non. Non, Sony va casser l'accord pour mieux renégocier. En fait, Tom Rotham, donc le directeur de Sony à l'époque, casse l'accord avec Marvel. Donc Marvel voulait simplement un financement 50-50 sur tous les films Spider-Man, mais Sony refuse, il préfère financer seul et garder 95% des recettes et laisser le merchandising à Marvel. Donc c'est-à-dire que toutes les petites figurines Spider-Man, tout ça, c'est Marvel qui s'en occupe, qui les produit et qui en tire le bénéfice. Et pendant ce temps-là, toutes les recettes des films, donc ça va être Sony qui va les financer seul, qui va garder 95% des recettes et 5% pour Marvel. Hein. Faut savoir que du coup, ce contrat, ça dit simplement que c'est Sony qui paye tout, donc la production, les scénaristes, etc. C'est beaucoup de pognon, hein, mais ils récupèrent 95% d'un autre côté, c'est-à-dire que, en fait, ils achètent des films entre guillemets, des films Spider-Man à Marvel pour ensuite les produire et que ça sorte au nom de Marvel et de Sony. Sauf que bon, s'ils en tirent 95% quand même, j'avoue que c'est beaucoup. Hein. Après, il y a des rumeurs qui disent que voilà, Sony chercherait simplement à en fait négocier un accord plus avantageux, pas à tout casser, parce que après du coup cette négociation, hein, ils ont tout cassé. C'est pour ça que après No Way Home, Spider-Man avec Marvel, c'est dur. Hein. C'était pour un accord plus avantageux, mais à ce jour, j'ai beau chercher, j'ai rien trouvé quoi. Donc j'ai l'impression que c'est un peu mort. Et du coup, en conclusion, c'est un héros qui a tissé des conflits. Ouais, je sais, ouais. Donc si aujourd'hui Spider-Man est un pilier du cinéma et de la pop culture, on le voit à peu près partout, on a tous ces rêves-là, qui est un exemple parmi tant d'autres, hein. C'est grâce à pas mal d'erreurs, à des faillites, à des producteurs têtus, hein, comme le M, ou alors des deals secrets, hein, et un peu de chance aussi au final.
Derrière chaque film à succès, de toute façon, il y a souvent un chaos juridique monumental, hein, et c'est Spider-Man, c'est probablement l'exemple le plus frappant. Hein, on a eu quand même plus d'une vingtaine d'années de guerre juridique, enfin pas plus, mais bon, si on compte que ça s'étend jusqu'à No Way Home, etc., avec les négociations qui ont cassé, bah, ça fait même 40. Bah, en tout cas, moi j'aurais beaucoup apprécié faire cette vidéo, faire mes recherches et voilà, écrire le script, etc., le chapitrer. J'espère qu'elle vous aura plu aussi, j'espère qu'elle vous aura d'ailleurs instruit, hein, que vous en savez un peu plus sur Spider-Man. Moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez vraiment pas à la liker, hein. Quand je vois un like, ça me fait vraiment plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui va peut-être parler de pourquoi EA, donc Electronic Arts, c'est un énorme rat sur tous leurs jeux et pourquoi c'est même leur culture d'entreprise. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.